Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de 77%. Je suis Panda Silla et je suis très heureuse de vous retrouver. On parle architecture aujourd'hui. Nous plongeons cette semaine dans l'univers de l'architecture à travers des images sensationnelles. Voici ce qui vous attend durant les 26 prochaines minutes. On est à Cotonou où un jeune architecte a fait le pari du retour dans sa ville natale pour construire la ville de demain. Rencontre avec Vinesh Shintaram, ce Mauricien qui redonne vie à l'architecture dans son pays. Et puis une visite de Bobo Dioulasso, ça vous tente? Ce sera en fin d'émission et c'est à ne pas rater. La gestion de l'urbanisation rapide est un défi important pour le développement de l'Afrique. Conscient de cela, des esprits créatifs se déchaînent sur le continent et chacun y va de son talent. C'est d'abord une femme qui a l'honneur, une femme qui voulait à la fois faire carrière et avoir une vie de famille. Elle a donc fondé sa propre société Arc-Zenus en 2011. Et c'est le seul cabinet d'architecture dirigé par une femme au Ghana. Rencontre avec Nana Akua. J'ai lancé cette entreprise alors que mon bébé dormait à côté de moi. La moitié des femmes de mon équipe ont eu leurs enfants pendant qu'elles travaillaient ici. C'est devenu un peu une marque de fabrique de ces entreprises. Nana Akua Opong Birmeh fait partie des meilleurs architectes et chefs d'entreprise au Ghana. Elle défend les valeurs d'intégrité, d'innovation et de croissance. L'architecture est un domaine très particulier. Chaque client est différent. Chaque site, besoin ou cahier des charges est singulier. Pour chaque projet que nous examinons, nous partons d'une feuille blanche. Nous posons les bonnes questions pour élaborer le processus de conception et nous déterminons ce qui est le plus approprié pour un projet donné. Accra, la capitale du Ghana, est désormais parsemée de zones architecturales modernes et fonctionnelles qui ont un impact sur les personnes qui y vivent. Nous cherchons, par des concepts de bâtiments passifs, à faire en sorte que nos constructions fonctionnent bien et efficacement dans notre climat. C'est à nous de concevoir quelque chose qui va vous donner la liberté et la flexibilité d'exprimer une culture ou un art. Mais il faut que cela se fasse dans un endroit bien conçu et bien aménagé. Souvent, nous associons le toit de chaume en raffia au Ghana ou à l'Afrique, ce qui est faux. Il n'y a pas de plans architecturaux ghanéens ou africains, car l'identité ghanéenne ou africaine ne réside pas dans la structure, mais dans la façon dont on vit dans cet espace. La volonté de faire coexister vie de famille et carrière professionnelle ont amené Nana Akua à fonder Arc-Zenus en 2011. Depuis sa création, Arc-Zenus a ouvert ses portes à plusieurs jeunes femmes architectes dans un domaine très concurrentiel et dominé par les hommes. Nous sommes un cabinet d'architecture essentiellement féminin, mais les hommes ont toujours aimé travailler avec nous, alors que nous ouvrons des postes lors des congés spéciaux, qui sont notamment la grossesse et la maternité. Avec précision et persévérance, Nana Akua Opong Birmeh sait comment convaincre sa clientèle, encore souvent masculine. J'avais un concept de ce que je voulais faire et elles ont été en mesure de parfaitement intégrer ce concept. Nous avons réussi à très bien travailler ensemble et je vois vraiment la mise en œuvre du concept que nous avions couché sur le papier. Donc oui, elles ont fait un travail formidable. Tellement de personnes ont été formées ici, des personnes partageant les mêmes idées qui sont parties et font des choses merveilleuses. Je pense que nous vivons dans un environnement architectural très excitant. Quand je me déplace, je vois les efforts que les gens font et la façon dont ils présentent leurs espaces.
C'est encourageant et je pense que cela donne de l'espoir pour l'avenir. Je suis enthousiaste quand je pense à la direction que va prendre l'architecture. Elle estime que le design est un processus de collaboration qui répond aux besoins sans être dogmatique, ce qui permet de créer des espaces originaux qui reflètent le caractère singulier de chaque projet et de chaque client. Lorsque le client est venu nous voir, il voulait un immeuble d'appartement très moderne, à plusieurs étages. Nous avons opté pour un design qui contrastait avec tout ce qui se passait autour. Nous avons choisi d'utiliser les couleurs les plus neutres, le noir et le blanc. Et nous avons alterné de manière à ce que les sols noirs s'effacent et que les sols blancs se projettent. Au final, notre idée était que lorsque vous regardez ce bâtiment, vous voyez des volumes blancs flottants. D'un coup, tous les habitants de la rue ont commencé à changer leur façade. Et c'est exactement le genre de choses que nous espérons. Chaque fois que nous plaçons un bâtiment quelque part, il doit avoir un impact positif sur l'environnement. Avec tout ce qu'elle a accompli en si peu de temps en tant qu'architecte, épouse et mère de 4 enfants, Nana Akua Oppong-Birmay donne de l'espoir aux jeunes femmes ghanéennes. Son message, tout est possible. Tout est possible aux 77%, ne l'oubliez pas. Allez, on embarque désormais au Bénin, où l'architecte Romaric Atoké participe à la construction de l'Afrique du XXIe siècle. Il met l'accent sur la durabilité. La lutte contre l'urbanisme non contrôlé s'avère être son plus grand défi. Portrait d'un jeune architecte qui a fondé sa propre agence d'architecture à Paris avant un retour au pays avec l'envie de relever des défis avec un style bien à lui. Des lignes lisses, purement minimalistes et beaucoup d'espaces verts. Cette pièce d'architecture moderne est l'œuvre de Romaric Atoké. Le jeune architecte a fondé sa propre agence d'architecture Global Archiconsul à Paris en 2013. En 2017, il est revenu s'installer dans sa ville natale Cotonou au Bénin. En fait, horizontale, donc sur toute l'étendue en fait de la maison, vous allez voir horizontalement des lignes très épurées qui viennent marquer la linéarité de ce qu'on a comme ouvrage architectural. Global Archiconsult se concentre sur la construction durable tout en essayant de respecter un budget convenu. L'agence a une vision ambitieuse de la transformation des villes africaines, mais selon Atoké, il reste encore beaucoup d'obstacles structurels à surmonter. Heureusement, on a encore des réseaux qui sont encore filaires, dont apparents. On n'a pas des réseaux enterrés, je parle de la téléphonie, je parle de l'alimentation en énergie électrique. Là, par exemple, vous allez voir derrière moi qu'il y a plein de poteaux qui rendent un peu moche l'ouvrage, qui ne facilitent pas la lecture architecturale de votre bâtiment, quand bien même il est beau. Donc c'est nos réalités, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Mais ça fait aussi le charme, ça fait le charme de nos villes africaines. Il admet à contre-cœur qu'il n'est pas un fan de l'architecture africaine dominante, mais chaque pays a son propre style. Moi, je ne suis pas trop partant pour l'architecture africaine, ça ne se dit pas. Par contre, l'architecture en Afrique, ça peut se dire, parce que l'architecture que vous aurez dans un pays sahélien comme le Mali n'est pas la même architecture que vous retrouverez en fait dans un pays comme le Bénin qui est beaucoup plus littoral. Un autre défi auquel il doit faire face est de repousser l'étalement urbain croissant. Mais malgré, ou peut-être à cause de tous ces défis, Romaric Atoké est manifestement fier de son métier. Aujourd'hui, être architecte en Afrique, notamment pour mon cas au Bénin, je dirais que c'est un métier noble, c'est un métier qui fait vivre son homme. Après, tout dépend en fait de votre vocabulaire architectural, parce que bon, être architecte c'est une chose, avoir un bagage intellectuel qui vous permette de proposer une architecture qui réponde aux besoins d'une certaine clientèle, c'est autre chose. Les services d'Atoké ne sont pas bon marché, mais ses clients ont le sentiment d'être entre de bonnes mains. C'est formidable. Je n'ai pas fait mon choix de Romaric Atoké pour du n'importe quoi. Je reste serein. Je sais que Romaric déjà Atoké, c'est du bon. C'est là que toute l'action se passe. Ici, Romaric construit une villa familiale d'une valeur d'environ 107 050 €.
Il pense qu'une attitude pratique est essentielle pour mener à bien sa vision. La particularité que nous avons localement, c'est que la plupart de nos clients ne comprennent pas ce à quoi sert un architecte. Pour eux, l'architecte, il vient sur le chantier, il dessine déjà que des plans, il ne vient pas sur le chantier, pour eux, c'est l'ingénieur qui construit. Et ils n'arrivent pas à voir la valeur de la prestation intellectuelle de l'architecte. Parce qu'un architecte, il pense, il crée, c'est un artiste. Et comme tout véritable artiste, il laisse ses œuvres parler d'elles-mêmes. Il y a peut-être parmi vous qui regardez cette émission des architectes en devenir. J'aime bien ce que je fais, mais je trouve que l'architecture est aussi un très beau métier. Dans le reportage précédent sur l'architecte béninois Romaric Atoké, nous avons entendu parler de vocabulaire architectural et de l'aptitude à proposer des plans adaptés aux besoins de la clientèle. En île Maurice, un architecte a réussi à se faire une renommée en s'inspirant du passé. Voici l'homme dont il s'agit, Vinesh Chintaram, qui a été à l'origine de plusieurs bâtiments emblématiques de l'île Maurice. Ouvrez grand vos yeux. L'île Maurice, joyau de l'océan Indien, étoile de fond parfaite pour les projets de Visio et de l'un de ses chefs, Vinesh Chintaram. L'objectif de cet entrepreneur d'origine mauricienne est d'épouser au mieux la philosophie architecturale du pays. Visio aborde l'architecture de la façon suivante. On essaie toujours de voir comment les choses vont s'intégrer dans la vie des gens, dans leur expérience. Le but étant d'améliorer leur qualité de vie et de faire avancer l'humanité. À Maurice, les gens peuvent découvrir l'architecture de Visio de multiples façons. Le cabinet créatif est à l'origine de la conception et de la construction de plusieurs bâtiments importants. Il a aussi donné une seconde vie à l'ancien terminal de l'aéroport réservé aux passagers. Le réaménagement et la modernisation du terminal de bus, du service d'immigration et du marché central sont également en cours. Pour Vinesh Chintaram, l'architecture doit être au service des populations. Concevoir l'architecture présente et future de l'île Maurice, c'est se projeter dans les 30 ou les 50 prochaines années. Notre grand défi, c'est de repenser la façon dont nous allons construire le pays. Si je prends l'exemple de l'endroit même où nous sommes, Njoy, eh bien ce projet consiste vraiment à transformer quelque chose qui était inutile au départ en quelque chose où on aime passer du temps. Njoy n'est qu'un exemple pour illustrer comment Visio parvient à créer de beaux espaces publics. L'Institut français de Maurice en est un autre. L'Institut français a été conçu il y a plusieurs années. Mon partenaire, Gaëtan Sio, était l'architecte principal. Nous voulions traduire ce concept de connexion à l'environnement, au contexte et aux gens, mettre vraiment l'accent sur le concept de rapprochement des cultures. C'était l'essence même de ce projet. Et une fois que vous avez un sens, il y a l'expérience de la construction qui vient se greffer dessus. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a aussi une question d'accessibilité. Visuellement accessible, physiquement accessible. L'architecture consiste à éveiller ce type d'expérience. Quand vous vivez quelque chose de grand, en tant qu'architecte, vous le traduisez dans vos projets. Créer une architecture qui fonctionne spécifiquement pour l'île de l'océan Indien est un vrai défi. Visio est aussi à l'origine de bâtiments impressionnants comme le premier musée océanographique de la région. C'est un projet assez unique en termes de complexité. Un tiers de la surface totale du bâtiment est consacré aux installations techniques. C'était donc un point de départ pour comprendre comment traduire ces complexités techniques en design. C'était l'un des plus grands défis. Comment un bâtiment aussi fonctionnel que celui-ci peut traduire ce qu'est véritablement l'île Maurice. Et je dirais que c'est unique parce que nous montrons vraiment comment l'île Maurice a été découverte. Découverte de la zone lagunaire, puis on remonte vers ce que l'on peut appeler la biodiversité intérieure.
Et ensuite, on plonge dans l'océan qui recouvre en réalité un territoire gigantesque. On parle de 2,3 millions de kilomètres carrés d'espace maritime et le musée océanographique présente en fait la faune et la flore qui entourent l'île. C'est aussi un dialogue pour inviter les gens à découvrir l'île Maurice vraiment de l'intérieur, à découvrir nos origines et notre destinée et de partager cela avec le reste du monde. Partager des idées, des infos, des avis avec le reste du monde. Et le reste du monde jeune est à l'écoute. N'est-ce pas l'une de nos missions de 77%? Plusieurs options au choix si vous voulez nous contacter, les réseaux sociaux ou un mail. On revient en Afrique continentale et direction l'Afrique du Sud. Vous allez voir des toits fleuris et de très beaux logements ou bureaux. Autre pays, autre concept. C'est l'architecte Londolozi MP lui-même qui nous raconte. Les bâtiments commerciaux sont très énergivores. Il faut en tenir compte lors de leur conception. Les constructions doivent être durables. Il s'agit de planifier nos villes du futur. Bonjour, je m'appelle Mlondolozi MP. Je suis architecte de formation et désormais consultant en conception durable. J'ai quitté la province du Cap-Oriental pour m'installer au Cap afin de travailler sur la durabilité, sur l'écologie. Et je vais vous présenter quelques-uns des projets sur lesquels j'ai travaillé dans le quartier de Century City. Voici le quartier de Bridgewater One. Ce quartier comprend des appartements, des hôtels, des espaces résidentiels et des bureaux. Dans les espaces commerciaux, d'un point de vue écologique, on cherche à savoir de quelle manière les gens vont occuper ces lieux selon les différentes saisons de l'année, tout en pensant bien évidemment à leur confort. La sélection des matériaux est très importante. Dans ce quartier en particulier, l'idée était d'introduire des éléments comme la terrasse, non pas seulement pour s'y asseoir, mais aussi pour réduire la quantité de chaleur rayonnante des surfaces chaudes. On peut notamment ajouter des couches de plantes qui sont parfaites pour créer un refroidissement par évaporation, tout en gardant une belle ambiance. On veut des végétaux qui viennent d'ici. Dans cet espace particulier, de l'eau récupérée et traitée sert à arroser les plantes grâce à un système d'irrigation goutte à goutte. Je suis passionné par l'étude des performances des bâtiments et par la manière dont nous pouvons les améliorer et les optimiser. Lorsque vous concevez un bâtiment commercial, il est important de considérer la façade. Il faut se demander comment on peut améliorer le confort grâce aux ombrages et au choix des vitrages. Et puis il y a la chaleur qui s'accumule à l'intérieur du bâtiment. Là, vous pouvez voir les petites ailettes qui sortent du bâtiment. Elles fournissent de l'ombre en se positionnant sous différents angles en fonction du moment de la journée. Dans ce bâtiment, le défi a notamment été de concevoir l'espace de distributeur automatique. Il fallait le protéger de la lumière directe du soleil au niveau de la réception. Alors on a installé des stores automatiques. La qualité de la lumière, c'est-à-dire l'équilibre entre l'éclairage électrique et l'éclairage naturel, est un autre défi. Vous voulez un certain confort visuel et non pas des reflets sur les écrans. Le niveau de contraste visuel est également important. Vous pouvez par exemple installer des capteurs de lumière. Une fois que la lumière du jour diminue, ces capteurs vont donner l'ordre d'allumer votre éclairage artificiel. J'aime susciter un échange culturel et un échange d'idées par mon travail et par mes conceptions. Mon travail sur les produits et les meubles est centré sur le fait de raconter des histoires, les miennes, celles des autres. Il faut pouvoir s'y identifier. Certaines pièces sont amusantes, comme par exemple cette chaise et ce canapé. Mais d'autres pièces sont plus sérieuses, comme ce banc d'Imbadou, la table basse Kral, ou encore ce pot, le potier. Ces objets ont une histoire. J'essaie de me demander ce que mes meubles peuvent dire sur moi et sur mes compatriotes.
Je cherche à savoir comment proposer un récit, comment le diffuser ailleurs au lieu de le subir. C'est là-dessus que nous devons être forts et très attentifs, en partageant sans gêne ce que nous sommes. Je veux explorer le design au-delà de mes compétences traditionnelles. Je viens d'une famille d'artisans et de travailleurs manuels. Un de mes oncles est charpentier, un autre est électricien, un autre est plombier. Je pense avoir hérité d'eux ce sens de la créativité. Lorsque vous explorez votre créativité pour concevoir un meuble ou un autre produit, il faut laisser libre cours à son imagination et ne pas que penser aux règles. Votre imagination peut vous emmener très loin. C'est ce qui me permet de mieux concevoir mes produits avant de passer à la compréhension, le détail et la structure. C'est donc une relation interchangeable, tout se superpose dans vos conceptions. Il faut penser à la durabilité, à l'écologie et aux moyens d'en faire un tout. L'écologie est un écosystème basé sur notre manière de vivre. Vous pouvez être écologique à la maison par votre façon de recycler, par votre façon de vous rendre au travail. Le défi que je vous lance est donc de regarder comment vous pouvez réduire votre propre empreinte écologique et avoir un comportement durable. Le défi est ainsi lancé comme quoi l'architecture vient bien au-delà des dimensions que l'on peut imaginer. Et quand il s'agit d'écologie, j'ai l'impression que nous sommes directement interpellés, nous les jeunes. Et si on changeait de sujet, de pays pour remonter beaucoup plus haut sur le continent? Plus de suspense, vous reconnaissez le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où nous attend l'artiste Agibou Bougabali Sano. Avec lui, un tour de Bobo Dioulasso, la capitale économique. On va y danser, manger et faire de belles découvertes. Aouniché, je suis Agibou Bougabali Sano, danseur chorégraphe et directeur du festival à Bobo Dioulasso. Je m'en vais vous présenter ma toute petite belle ville qui m'a vu grandir. Bienvenue à Bobo, à Bismillah. Bobo Dioulasso, affectueusement appelée Bobo par les habitants, est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Elle compte environ 900 000 habitants. La ville n'est pas loin de la frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Bobo est un centre économique et de transport et fait partie d'un important réseau ferroviaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La gare, construite en 1933, rappelle des souvenirs à notre hôte. Nous sommes devant la gare de Sitaray. Mon grand-père, mon père et plusieurs oncles qui étaient cheminots ont travaillé ici. Moi, depuis que j'étais tout petit, je passais mon temps ici avec une toute petite carte de fils de cheminot, de petit-fils de cheminot, et on prenait le train gratuitement depuis Bobo Dioulasso jusqu'à Abidjan. Le nom de Bobo Dioulasso vient de deux plus grands groupes ethniques de la région, les Bobo et les Djoula. L'architecture de la ville témoigne également des influences islamiques. Ce joyau que vous voyez juste derrière moi a plus de 135 ans d'existence et construite qu'avec de la terre et du bois, et ça tient toujours. Moi, je fais partie d'une famille, d'une très grande famille musulmane, marabout. En même temps, nous n'avons pas renié nos pratiques traditionnelles, les masques et les chasseurs. Nous nous rendons au festival de danse, l'un des plus grands événements de danse d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre culturelle majeure a lieu chaque année à Bobo Dioulasso. Agibou s'est fait connaître au-delà des frontières de son pays en tant que directeur du festival. Alors, ici nous sommes à Akarville, dans le quartier Akarville, c'est ma rue. Ici, c'est la rue de In and Out Dance Festival, les rencontres internationales de danse dans les espaces publics. Dans ce quartier, tout le monde danse. Les grands-mamans, les papis, les tontons, les oncles, les petits frères, les artistes, les non-artistes, tout le monde danse. À la fin de la visite, Agibou nous amène dans son restaurant préféré pour goûter au plat emblématique du Burkina Faso, le poulet à l'ail. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Le poulet à l'ail ou poulet flambé est fait à base de la poule bio. Ce qu'on appelle les poules bicyclettes. Ça court, nous on court derrière, on les rattrape et ça passe dans la marmite. Vous savez, vous ne pouvez pas passer au Burkina sans goûter, en tout cas au poulet à l'ail ou au poulet flambé. C'est une spécialité simplement et purement burkinabé. Bienvenue à Bobo Dioulasso et venez déguster mon poulet flambé avec moi. Bon appétit à ceux qui nous regardent. Bon appétit! Et oui, Bobo Dioulasso et tout le Burkina Faso attendent de retrouver une vie paisible dans la sécurité. Si vous nous suivez et que vous êtes dans ce beau pays, recevez notre coucou spécial et ne l'oubliez pas. Prenons toujours la vie du bon côté. Bosuna sada basade Titon kulikin nambada da tanusi Yawala na linga una bole Yawa gumole mogo Ya mori Digo mori Ya moyi digo moyi ki asawila Se waya ne ni fa tena la vela torre